En janvier 2020, un homme pousse la porte d'un commissariat de police de Québec. Il n'est pas là pour porter plainte afin de signaler un vol ou un accident. Non. Il vient avouer qu'il a commis un meurtre absolument horrible quelques heures plus tôt. Alors on pourrait se dire tant mieux, il est là pour se rendre. Sauf qu'en faisant ça, il vient seulement de déclencher un scandale national qui va secouer tout le Canada. Parce que la boucherie qu'il vient de commettre est d'une part choquante, mais surtout, c'est pas sa première. Oui, vous avez bien entendu, et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Et qui m'a mis les boules, vous allez voir, c'est quelque chose. Bon, juste avant, rapidement, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos à venir, et on commence. Au début de l'année 2019, Marilyn Lévesque mène une sorte de double vie géographique. À 22 ans, cette ravissante jeune femme de Saguenay a une bonne situation. Et on peut dire que c'est une belle revanche sur la vie, parce que ça n'a pas toujours été le cas. En effet, Marilyn n'a pas eu une jeunesse facile. Son père n'étant mentionné nulle part dans les sources, on peut donc en déduire qu'il a toujours été absent de sa vie. Et sa mère, Karine Lévesque, aussi. Ou en tout cas, partiellement. Marilyn a dû se construire en alternant séjours chez elle et passage dans diverses familles d'accueil. Quand sa fille était très jeune, Karine s'est mariée avec un dénommé François Goulet, avec qui elle a formé une grande famille recomposée. Aujourd'hui, Marilyn a 3 demi-frères et une demi-sœur, avec qui elle s'entend bien. Et son beau-père est finalement devenu pour elle cette figure paternelle dont elle manquait. Ça, j'avoue, je l'avais pas vu venir. En général, dans ces histoires, le beau-père, c'est un vieux queutard dégueulasse. Mais attention, j'ai pas dit qu'il y en aurait pas dans cette affaire. Adepte des couleurs de cheveux excentriques, elle a un conjoint, Gabriel Truchon, et des animaux qu'elle considère comme ses enfants, Enzo et Vladimir, un chien et un chat, à qui elle a aussi donné son propre nom de famille. Fière et pétillante, Marilyn a un caractère bien trempé et surtout des ambitions. Sa vie à Saguenay est certes épanouissante, mais elle ne suffit pas à la satisfaire, notamment financièrement. Comme beaucoup de jeunes du coin, Marilyn comprend que si elle veut se bâtir un avenir économique solide, elle va devoir prendre le large. C'est la raison pour laquelle Québec devient rapidement sa destination de choix pour trouver un emploi. Le marché du travail de la capitale est bien plus dynamique. Et les revenus qu'on peut y gagner sont généralement plus élevés que ce qui est proposé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Marilyn y décroche effectivement un emploi et se crée une routine qui rythme ses semaines. Elle passe plusieurs jours à Québec pour le boulot, puis retourne à Saguenay, où elle retrouve Gabriel, sa famille et ses animaux. Cette organisation lui permet de concilier stabilité affective et ambition personnelle. À Québec, Marilyn a même trouvé une solution d'hébergement qu'on peut qualifier d'idéale, étant donné qu'elle lui évite d'avoir à louer un appartement. Lors de ses séjours professionnels, l'un de ses amis, Max Lenz, lui ouvre les portes de l'appartement qu'il occupe avec son compagnon. Marilyn devient ainsi sa colocataire à chacune de ses escapades professionnelles. Mais il est aussi pour elle un confident, quelqu'un qui la comprend et respecte ses choix de vie. L'appartement de Max s'impose rapidement comme le refuge québécois de Marilyn, un lieu où elle peut décompresser après ses journées de travail, parfois éreintantes. Et là, vous devez vous demander comment c'est parti en couille tout ça. Et couille, c'est pas un terme choisi au hasard. Il se trouve que l'emploi que la jeune femme occupe à Québec n'est pas ordinaire, parce qu'elle évolue dans l'industrie des services érotiques. Marilyn travaille au Gentleman Paradise, où il y a absolument tout, sauf des gentlemen. C'est un salon de massage dans lequel les masseuses sont autorisées à faire beaucoup plus que ça sur demande de leur clientèle masculine, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous parle là du fameux happy ending, entre autres, qui rend d'ailleurs happy qu'un des deux dans ce contexte. Bon, disons-le franchement, Marilyn est une travailleuse du sexe, mais elle assume pleinement ce choix professionnel particulier, même si elle n'en est pas spécialement fière. Elle rêve de créer sa propre marque de cosmétiques, mais l'argent étant le nerf de la guerre, il lui faut d'abord rassembler une belle somme. Son activité lui permet justement de bien gagner sa vie, tout en gardant une certaine flexibilité dans ses horaires. En plus, contrairement aux idées reçues sur ce milieu, l'ambiance est toujours professionnelle et respectueuse au Gentleman Paradise. Bon, il doit bien y avoir 2-3 gentlemen finalement. Les propriétaires de l'établissement ont mis en place des protocoles de sécurité solides pour protéger leurs employés.
et il veille à maintenir un cadre de travail sain pour chacune d'entre elles. Le salon de massage fonctionne comme une petite communauté soudée. Les salariés veillent les unes sur les autres et maintiennent un esprit d'équipe solide. Marilyn y travaille depuis maintenant 5 ans. Et oui, si vous faites le calcul, étant donné qu'elle a 22 ans, ça signifie qu'elle a commencé à 17 ans. Un début d'activité illégale qui a probablement un lien avec les difficultés familiales qu'elle a eues durant son enfance, mais aussi avec son besoin d'indépendance financière. Quoi qu'il en soit, Marilyn s'est progressivement construit un équilibre entre sa vie sentimentale à Saguenay et sa vie professionnelle à Québec. Sans réelle surprise, Gabriel n'est pas très fan du choix de métier de sa compagne, mais Marilyn n'entend pas se laisser dicter sa conduite par quiconque. D'autant plus qu'à présent, elle ne travaille plus que 2 jours par semaine et envisage vraiment de passer à autre chose. Fin mai 2019, Marilyn aborde l'été avec optimisme. Sa situation financière est bonne et elle a quelques projets à long terme avec Gabriel. L'avenir sourit à la jeune femme. Elle commence à peine sa vie et a tout un éventail de nouvelles possibilités qui s'offrent à elle pour la suite. Ce qu'elle ignore, c'est que tout s'apprête à basculer. Parce qu'un mois plus tard, un nouveau client pousse la porte du Gentleman Paradise. Un homme qui va croiser sa route et rapidement transformer sa vie. Mais pas pour le mieux. En juin 2019, l'été s'apprête à pointer le bout de son nez au Québec lorsqu'un visage inconnu fait son apparition au salon de massage érotique où travaille Marilyn. L'homme se nomme Eustachio Galez. Il a 51 ans, des cheveux grisonnants et un style soigné qui le distingue de la clientèle habituelle du Gentleman Paradise. Lors de sa première visite, il se présente poliment et paie sans essayer de discuter le prix. En d'autres termes, Eustachio se comporte de manière irréprochable. Et lorsque le bel Italien, comme le surnomment les salariés, fait la rencontre de Marilyn, quelque chose d'imperceptible se joue entre eux. Contrairement aux autres clients, qui restent dans un registre purement transactionnel, Eustachio engage la conversation avec elle. Il ne prend pas Marilyn pour une simple poupée destinée à satisfaire ses besoins, et s'intéresse sincèrement à elle. Eustachio lui pose des questions sur sa vie, ses origines, et même ses projets. Cette approche un peu plus personnelle n'est pas pour déplaire à Marilyn, qui apprécie particulièrement les clients respectueux et communicatifs. Au fil des semaines, Eustachio revient régulièrement au salon de massage. Lors de chacune de ses visites, il demande à voir Marilyn, et elle passe un agréable moment en découvrant au passage que ce qu'elle avait ressenti dès le départ était juste. Eustachio est un client à part. Il offre même parfois des petits cadeaux à Marilyn, que ce soit un bijou assez simple ou une boîte de chocolat. Ça n'a rien d'extravagant, mais ça suffit pour que Eustachio se distingue des autres hommes que voit la jeune femme. Après quelques rendez-vous, le quinquagénaire a déjà l'impression de partager une forme de connexion avec Marilyn, pour ne pas dire qu'il commence à s'attacher à elle. De son côté, en revanche, elle reste professionnelle. Sauf que ça ne l'empêche pas d'apprécier cette relation plus humaine et moins mécanique que celle dont elle a l'habitude. Au mois de juillet, la relation évolue encore, de manière subtile mais constante. Eustachio devient de plus en plus généreux dans ses pourboires et toujours plus attentionné dans ses paroles. Il raconte des bribes de sa vie à Marilyn et se livre à elle petit à petit. Un peu comme si elle était sa compagne. L'homme évoque sa situation personnelle complexe et ses difficultés passées. Des confidences que son interlocutrice écoute avec bienveillance. Marilyn y voit simplement un client qui en a lourd sur le cœur et a besoin de vider son sac, pas uniquement d'avoir des relations sexuelles. À la fin juillet, Eustachio franchit un cap supplémentaire, en demandant à Marilyn si elle est d'accord pour qu'il devienne exclusif. Si elle accepte, elle ne devra plus voir d'autres clients. Juste lui. Cette requête est certes inhabituelle, mais pas exceptionnelle dans ce milieu. L'exclusivité représente une sécurité financière non négligeable pour les employés et leur permet d'avoir un planning beaucoup plus simple. Après mûre réflexion, Marilyn décide donc d'accepter cette proposition. Au cours des 2 mois suivants, sa relation avec Eustachio, qui est désormais son seul et unique client, prend une tournure de plus en plus personnelle. L'homme se confie encore davantage à elle et essaie de la questionner sur sa vie privée en retour. Marilyn sait qu'elle ne doit pas donner d'informations trop intimes à ses clients. Elle est obligée de mettre des barrières pour sa sécurité, ou même pour éviter qu'il tombe amoureux d'elle. C'est donc de manière évasive qu'elle répond aux questions d'Eustachio. Une réserve qui serait légitime dans n'importe quel cadre professionnel. Seulement, l'homme ne l'entend pas de cette oreille.
et développe une sorte de frustration. Ses sentiments deviennent alors ambigus. Parce que s'il est effectivement attaché à Marilyn, le fait qu'elle persiste à se montrer distante le perturbe énormément. Vous l'avez compris, l'équilibre qui règne dans leur arrangement est assez précaire. Et il va le devenir encore plus le 19 septembre 2019. Ce jour-là, Eustachio annonce à Marilyn que désormais, il ne pourra plus venir la voir au Gentleman Paradise à cause d'une décision administrative. Cette révélation la plonge dans une grande perplexité. Pourquoi son client fait-il l'objet d'une mesure si restrictive? Marilyn demande évidemment à Eustachio ce qu'il en est, mais il botte en touche et reste vague concernant les raisons précises qui ont motivé cette interdiction. Il se contente de présenter la situation comme un malentendu bureaucratique, une simple erreur de la part des autorités, qui sera rapidement corrigée. Évidemment, c'est loin d'être le cas. Marilyn ne se doute en réalité pas une seule seconde des pensées malsaines qui l'animent déjà, et elle va découvrir leur existence de la pire façon qui soit. Pour pallier cette interdiction soudaine, Eustachio propose à Marilyn une solution alternative, continuer à se voir dans des hôtels et des motels de la région de Québec. Cette demande place la jeune femme dans une situation délicate. Si elle perd ce client exclusif, ses finances s'en trouveront fortement impactées, au point même qu'elle puisse se retrouver en galère. D'un autre côté, voir un client en dehors du cadre sécurisé du salon présente des risques. Parce que si ça dégénère, il y aura personne pour protéger Marilyn. Sauf que Eustachio n'est pas n'importe quel client à ses yeux. Ils ont tellement partagé de choses au fil des mois que Marilyn se sent assez en confiance pour accéder à sa requête. Mais n'aurait-elle pas tort? Parce que pour Eustachio, ce simple changement de décor représente bien plus que ça. Il se fait des idées. Et il voit le passage d'une relation commerciale encadrée à ce qui ressemble davantage à des rendez-vous amoureux clandestins. À partir d'octobre 2019, les rencontres entre Marilyn et Eustachio se déroulent dans différents lieux discrets, loin des regards. Pour la jeune femme, quitter le salon n'a rien changé, et ses rendez-vous avec son client doivent conserver un caractère purement professionnel. Marilyn maintient donc ses tarifs, ses horaires, et garde son habituelle distance émotionnelle. Seulement, Eustachio ne cesse de se faire des films sur la réelle nature de ses sentiments. Et c'est d'autant plus dangereux qu'il n'a rien d'un client ordinaire. En réalité, l'homme est en semi-liberté conditionnelle, parce qu'il a déjà été condamné pour des faits très graves. Cette interdiction soudaine de fréquenter les salons de massage n'est donc absolument pas un malentendu bureaucratique comme il l'a prétendu. Eustachio a d'ailleurs été banni du Gentleman Paradise pour avoir été violent envers plusieurs masseuses. Mais ça, Marilyn l'ignore. Il se trouve que, depuis mars 2019, il réside dans une maison de transition communautaire, un établissement résidentiel qui héberge des détenus en semi-liberté. En gros, c'est l'étape intermédiaire entre prison et liberté totale. En plus de ça, Eustachio bénéficiait d'une autorisation officielle, celle de pouvoir fréquenter des salons de massage érotique pour répondre à ses besoins sexuels. Ça va, hein? On est ouvert d'esprit au Canada. Sauf qu'il a largement outrepassé les limites qui lui avaient été fixées. Eustachio avait le droit de s'y rendre une seule fois par mois. Pourtant, depuis le mois de juin, il y allait plusieurs fois par semaine. Il a grassement embobiné ses superviseurs en leur mentant sur la fréquence de ses visites, pour dissimuler l'ampleur de sa désobéissance. La commission des libérations conditionnelles a finalement découvert le poteau rose, en septembre 2019. Raison pour laquelle ordre lui a été intimé de ne plus retourner dans ce genre d'établissement. Une interdiction que Eustachio a habilement contournée en proposant à Marilyn de continuer à la voir exclusivement dans des hôtels. Attendez, mais là j'y pense. Comment ils ont su qu'il y allait autant ? Ils se seraient pas croisés par hasard? Bref, jusque-là, il a parfaitement réussi à cacher une énième violation à son équipe de surveillance. Il ment sur ses déplacements, invente des prétextes bidons pour justifier ses absences et maintient une façade respectable devant les responsables de la maison de transition. Bon, je pense que vous l'avez compris, Eustachio est loin d'être un ange. Et vous êtes probablement encore loin du compte. En décembre 2019, l'hiver québécois s'installe avec sa rigueur habituelle. Les rencontres entre Marilyn et Eustachio se poursuivent toujours, selon le rythme qu'ils ont établi ensemble. D'un point de vue extérieur, rien ne semble avoir changé dans cette relation commerciale devenue routinière.
Pourtant, sous la surface, Eustachio développe des sentiments de plus en plus malsains envers Marilyn. Il commence même à s'imaginer qu'ils forment un couple. Cette confusion entre réalité et fiction empoisonne peu à peu les pensées d'Eustachio, qui interprète chaque geste de Marilyn comme des signes d'affection. Ses sourires courtois deviennent des preuves d'amour, et chacune de leurs conversations prend des formes de confidences intimes dans sa tête. À l'approche des fêtes de fin d'année, Eustachio est plus frustré chaque jour qui passe. Cette période, traditionnellement associée aux rapprochements familiaux, lui rappelle un peu plus qu'il n'est pas son conjoint, mais bien son client. Eustachio déteste d'ailleurs particulièrement Gabriel, le compagnon de Marilyn, resté à Saguenay. Il a fini par apprendre son existence et voit en lui un véritable rival. À mesure que sa frustration augmente, Eustachio développe des symptômes d'anxiété de plus en plus marqués. Troubles du sommeil, irritabilité et difficultés de concentration. Ses pensées tournent en boucle autour de Marilyn, de leur rendez-vous et de ce qu'il perçoit à tort dans son attitude. Il commence à tenir un décompte mental de leurs échanges. Il analyse la durée de leurs conversations, l'intensité des sourires qu'ils s'adressent et la chaleur supposée de leurs interactions. Eustachio semble pourtant avoir conscience que sa santé mentale se dégrade, en tout cas partiellement. Il consulte alors un médecin généraliste à qui il présente ses troubles. Mais il ne mentionne qu'une dépression et une anxiété généralisée. Eustachio se garde bien de dire qu'il a développé une véritable obsession pour Marilyn. Il préfère rester vague, en évoquant de simples difficultés professionnelles et personnelles sans grande gravité. Par conséquent, le médecin ne dispose que d'informations partielles, qui l'empêchent de voir d'où vient vraiment le problème. Il prescrit donc à Eustachio des anxiolytiques, censés apaiser ses symptômes les plus aigus. Des médicaments qui s'avèrent complètement inefficaces, parce qu'ils ne traitent en rien la réelle cause de son souci. À ce stade, c'est comme donner du Doliprane à quelqu'un qui vient de se faire arracher la jambe. Ça sert à rien. Forcément, malgré sa médication, Eustachio demeure incapable d'arrêter de penser à Marilyn. Et s'il est également hospitalisé en psychiatrie quelques jours, ça ne l'aide pas plus. La jeune femme, elle, n'est pas aveugle. Elle voit bien que son client a changé de comportement et commence même à le trouver flippant. Une chose qu'on peut aisément comprendre quand on sait qu'Eustachio lui a avoué avoir fait de la prison pour une histoire avec sa femme, sans vraiment s'étaler sur le sujet. En janvier 2020, l'état mental de ce dernier atteint un point critique. Il n'est simplement plus possible pour lui de se sortir Marilyn de la tête. L'obsession d'Eustachio monopolise son attention du matin au soir et parasite toutes ses autres activités. Il passe ses journées à revivre mentalement leur dernière rencontre, à anticiper la suivante, à élaborer des scénarios de rapprochement qui ne prendront jamais vie. Cette fixette malsaine s'accompagne d'une anxiété croissante, liée à une dégradation de leur relation. En effet, Eustachio sent que Marilyn devient moins chaleureuse, qu'elle est moins disponible pour lui, et même moins impliquée émotionnellement dans leurs échanges. En même temps, si elle a compris qu'il était pas net, le contraire aurait été étonnant. Seulement, cette marque de rejet, Eustachio la prend très mal. Le 11 janvier 2020, quelque chose bascule dans son esprit dérangé. Probablement parce qu'il comprend enfin que Marilyn ne deviendra jamais sa compagne. Eustachio est tenté par la pensée qu'elle va sûrement finir par le rejeter. Alors, rongé par la peur de la perdre, il décide qu'il ne peut plus continuer à vivre de la sorte. C'est après une énième soirée passée avec elle qu'il se dit qu'il ne peut pas la voir réellement. Alors, plus personne ne l'aura. Eustachio a choisi de tuer Marilyn, et il commence à élaborer un plan pour arriver à ses fins. Il envisage d'abord de commettre le meurtre, puis de sauter la vie, en projetant de retourner son arme contre lui après avoir froidement abattu la jeune femme. Sauf qu'il change rapidement d'avis et préfère survivre à son acte, quitte à devoir en assumer les conséquences. Pour mettre en œuvre son plan, Eustachio se rend dans un magasin spécialisé dans la vente d'équipements de restauration et achète un couteau de cuisine professionnel. Il ne supporte pas l'idée d'être rejeté par une femme et a déjà basculé. C'est terminé, il n'y aura plus de retour en arrière. Le 22 janvier 2020, il donne rendez-vous à Marilyn comme d'habitude. Et si pour elle, cette journée avait commencé comme toutes les autres, elle s'apprête pourtant à vivre ses dernières heures.
Le 22 janvier 2020, à 17h45, Marilyn pousse la porte du restaurant Le Galopin, un établissement attenant à l'hôtel Sepia sur le chemin Saint-Louis à Sainte-Foy. Là-bas, elle s'attable et commande quelque chose à manger en attendant Eustachio, comme convenu lors de leur dernier contact téléphonique. Quand Max a appris que Marilyn avait rendez-vous dans un hôtel avec un client avec qui elle ne se sentait pas très à l'aise, il lui a conseillé d'être prudente et de ne pas y aller. Seulement, Eustachio lui a proposé 2000 $ canadiens pour cette nuit. Et pour elle, c'est une offre difficile à refuser. En plus, l'établissement est en plein milieu de la ville. Donc Marilyn se dit qu'elle ne risque pas grand-chose. Bon, l'historique de cette chaîne nous confirme clairement qu'il n'y a pas vraiment d'endroit sûr. Même si au départ, Eustachio semble lui donner raison, parce qu'il la rejoint au restaurant avec un sourire qui ne laisse rien entrevoir de la violence qui couve en lui depuis plusieurs jours. Marilyn ne remarque pas la légère nervosité qui agite les mains d'Eustachio, ni même le fait qu'il est alcoolisé. Ils engagent la conversation sur des sujets anodins. Eustachio commande quelques verres d'alcool pour détendre l'atmosphère. En réalité, c'est parce qu'il a besoin d'encore plus de courage liquide afin de pouvoir mettre son plan macabre à exécution. Marilyn boit modérément pour garder la tête froide, comme à son habitude lors de ces rencontres. Durant près de 2 heures, elle discute de tout et de rien avec Eustachio, qui fait preuve d'une attention particulière. Il multiplie les compliments, sûrement pour la mettre en confiance. Vers 19h22, il règle la note et quitte le restaurant pour rejoindre la chambre louée par Marilyn à l'hôtel Sepia, en empruntant la liaison interne qui relie les deux établissements. Une fois dans la chambre, la jeune femme commence à se préparer. Elle ne voit pas Eustachio sortir discrètement le couteau de cuisine jusque-là dissimulé sous sa veste. L'arme mesure une quinzaine de centimètres et présente une lame affûtée spécialement conçue pour trancher la viande. Ce qui suit dépasse l'entendement par sa violence et sa sauvagerie. Sans aucun avertissement préalable, Eustachio se jette sur Marilyn et commence à la poignarder avec une rage ardente. Le premier coup l'atteint au niveau du cœur. Elle s'effondre, surprise par cette agression aussi soudaine qu'inexplicable. Mais Eustachio ne s'arrête pas là. Pris d'une frénésie meurtrière, il continue à frapper la malheureuse Marilyn, qui gît déjà au sol. Et si elle essaie bien de se défendre, elle ne parvient pas à repousser son agresseur. Eustachio la poignarde ainsi au moins 57 fois, en visant principalement son cœur et son abdomen. Cet acharnement démontre l'ampleur de la haine qu'il a développée contre elle. Une haine nourrie par des mois d'obsession et de frustration. La violence de l'attaque ne laisse aucune chance de survie à Marilyn. En quelques minutes, la jeune femme de 22 ans rend son dernier souffle dans la chambre qu'elle avait elle-même réservée. Après ça, Eustachio contemple le résultat de sa folie meurtrière, et le spectacle qui s'offre à ses yeux semble le ramener brutalement à la réalité. Il réalise la gravité de ce qu'il vient de faire, le caractère irrémédiable de son geste, mais il reprend rapidement ses esprits, nettoie sommairement le couteau, le cache dans ses affaires et quitte la chambre d'hôtel en tentant de garder une contenance normale. Dans les couloirs de l'établissement, personne ne remarque cet homme d'âge mûr qui semble quitter les lieux tranquillement après un séjour ordinaire. Il est 20h43 quand Eustachio gagne l'extérieur et monte dans son véhicule pour prendre la route. Seulement, il n'essaie pas de s'enfuir et commence au contraire à errer dans les rues de Québec, incapable de prendre une décision sur la marche à suivre. Peu après, il appelle la maison de transition où il réside pour leur servir un bobard, affirmant qu'il est à une réunion des alcooliques anonymes. En roulant, Eustachio prend conscience qu'il ne pourra pas échapper aux conséquences de son geste, et que son crime mènera inévitablement la police jusqu'à lui. Alors, à 23h34, après avoir tourné en rond pendant 3 heures, il fait finalement son choix. Un choix pour le moins radical et assez surprenant. Eustachio se rend directement au poste de police du parc Victoria, en plein cœur de Québec. Là, comme ça, sans avocat ou une once de préparation, il se présente au comptoir d'accueil pour avouer qu'il a commis un meurtre. Devant les policiers de service, à ce moment, Eustachio déclare d'une voix blanche qu'il a tué une femme dont le corps se trouve à l'hôtel Sepia. Ces aveux spontanés plongent les agents dans la stupéfaction la plus totale. Ah bah ça, ils s'attendaient sûrement à tout, sauf à une telle révélation. Et en règle générale, il est rare qu'un meurtrier se dénonce aussi vite aux autorités.
surtout d'une manière qu'on peut qualifier de limpide. Habituellement, les criminels tentent de dissimuler leur forfait, de fuir ou de se construire des alibis. L'attitude d'Eustachio intrigue fortement les policiers qui prennent sa déposition, sauf qu'il leur fournit tous les détails nécessaires pour leur permettre de localiser le corps de Marilyn. Il donne l'adresse exacte de l'hôtel, le numéro de la chambre et précise même le déroulé des faits. Eustachio ne tente en rien de se justifier. Il n'invoque aucune circonstance atténuante et décrit factuellement ses actes avec un détachement qui glace le sang des policiers. En parallèle, des patrouilles sont immédiatement envoyées à l'hôtel Sepia pour vérifier ses déclarations. Dans la chambre indiquée, les policiers québécois découvrent effectivement le corps sans vie de Marilyn qui baigne dans une mare de sang. Elle est allongée au sol, sur le dos, et un manteau recouvre sa cage thoracique. L'horreur de la scène qui s'offre à eux confirme la véracité des déclarations du meurtrier. Un meurtrier dont l'identité va provoquer un véritable séisme dans l'opinion publique québécoise. Vous savez déjà que Eustachio Galez a un passé criminel, et il se trouve qu'il n'est pas des moindres. L'homme a été déclaré coupable de voies de fait sur une ex-conjointe en 1997, dans l'Ontario, et avait écopé de 7 jours de prison pour ça. Mais ça n'est pas tout, parce qu'il a également été condamné pour meurtre. Retour en 2004, année durant laquelle il fréquente une dénommée Chantal Deschênes. Cette femme de 32 ans et mère de 2 filles de 8 et 12 ans travaille en tant que barmaid à l'Hôtel Québec, sous les ordres d'Eustachio. Il est donc à la fois le supérieur et le compagnon de Chantal. Une relation à 2 visages, synonyme de terrain propice aux dérives en tout genre. Et Eustachio ne se prive pas pour abuser de ses privilèges. Il utilise sa position hiérarchique pour surveiller les interactions de Chantal avec les clients et les autres employés, en permanence. Juste parce qu'il ne supporte pas qu'elle ait des conversations qu'il juge trop amicales avec ses collègues ou la clientèle masculine du bar. La mère de famille ne peut pas sourire à un autre homme sans que Eustachio ne s'imagine qu'elle est en train de le draguer. Outre le fait que ce soit complètement délirant, ça doit pas être super pour le commerce. En milieu d'année, plusieurs témoins remarquent que l'ambiance au sein du couple s'est fortement dégradée. Chantal se confie occasionnellement à sa mère, à sa grand-mère et à une collègue de travail sur les manifestations grandissantes de jalousie d'Eustachio. Elle leur raconte que Stach, comme elle le surnomme, est de plus en plus possessif et contrôlant. Et c'est effectivement le moins que l'on puisse dire. Eustachio chronomètre les allées et venues de sa concubine, vérifie tous ses trajets et exige des comptes rendus détaillés de toutes ses conversations professionnelles. Le 20 octobre 2004, Louis Plante, un chauffeur de taxi qui conduit régulièrement Chantal, remarque un changement dans son comportement. Habituellement joviale et bavarde, elle semble cette fois nerveuse et préoccupée. Questionnée par Louis, Chantal confie qu'elle vient de rompre avec Eustachio et qu'ils se sont violemment disputés après ça. Elle précise qu'il était beaucoup trop jaloux et que la situation était devenue insupportable pour elle. Chantal a donc décidé de mettre fin à sa relation toxique avec Eustachio, et ce, malgré un potentiel licenciement à venir. L'homme n'exerçait pas qu'une emprise psychologique sur elle. La dite emprise était aussi financière. Paradoxalement, Chantal n'a jamais évoqué de violence physique. Le jour suivant, soit le 21 octobre, l'ex-couple a une violente altercation dans la chambre de leur logement de Sainte-Foy. Selon les déclarations d'Eustachio, la dispute aurait dégénéré quand Chantal, très fâchée contre lui, a voulu le frapper avec un marteau alors qu'il était encore au lit. Cette version est évidemment contestée. Il est fort probable que si Chantal a véritablement agressé Eustachio, elle ne l'a fait que pour se défendre elle-même. Il mesure 1,82 m. Il a donc facilement pu empoigner un marteau tenu par une femme d'1,67 m. Une fois l'outil en main, Eustachio frappe Chantal à plusieurs reprises et lui inflige des traumatismes crâniens si graves qu'elle en perd connaissance. Mais cette brutale agression ne suffit pas à apaiser sa rage. En proie à un accès de violence incontrôlable, Eustachio se rend à la cuisine, saisit 2 couteaux de boucher et s'en retourne à la chambre. Là, il poignarde Chantal au visage et au thorax en utilisant ses 2 mains simultanément. Après l'avoir tuée, Eustachio recouvre son corps avec une couette, comme s'il voulait cacher l'horreur de ses actes. Puis il écrit « Plot un jour, plot toujours » sur le mur,
au stylo. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas du Québec, plot est un terme d'argot québécois très péjoratif utilisé pour désigner une femme. L'équivalent de salope en français de France. Une inscription haineuse donc qui témoigne de sa vision dégradée des femmes et de sa conception de la violence comme châtiment légitime. Waouh, effectivement, vous avez merdé au Canada en le remettant dehors. Et pourtant, en France, on en a fait des boulettes. Le médecin légiste qui a autopsié le corps de Chantal n'a jamais pu déterminer le nombre exact de coups de couteau qui lui ont été portés, tant la violence de l'attaque était extrême. Il a cependant établi qu'en plus d'avoir été poignardé, la victime a également été étranglée au cours de l'agression. En décembre 2006, Eustachio est reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Ce qui va scandaliser l'opinion publique après la mort de Marilyn, c'est justement la découverte des circonstances de la remise en liberté du meurtrier. En mars 2019, soit 12 ans seulement après sa condamnation, la Commission des libérations conditionnelles du Canada accorde une semi-liberté à Eustachio. Cette décision a été prise dans un contexte particulier. Depuis 2017, le gouvernement fédéral a procédé à un renouvellement massif des commissaires aux libérations conditionnelles. Près de 18 commissaires expérimentés ont été remerciés au cours des 4 ou 5 années précédentes. Ils ont tous été remplacés par de nouveaux venus, disposant de moins d'expérience dans l'évaluation des risques. Cette politique de renouvellement, lourdement critiquée par d'anciens commissaires, a créé un déficit d'expertise au moment crucial où le dossier d'Eustachio devait être examiné. Il a donc obtenu sa semi-liberté, malgré sa dangerosité manifeste et un risque de récidive évident. Attendez, y a pas écrit coup de marteau dans le dossier ou... Bon après ça, Eustachio est hébergé à la maison Pinchot, une maison de transition communautaire de Québec censée superviser sa réinsertion sociale. Cette institution vieille de 40 ans fonctionne selon un modèle unique au Québec. Contrairement à ce qui se fait dans le reste du Canada, ce ne sont pas les agents du service correctionnel qui supervisent directement les détenus en semi-liberté. C'est le personnel des maisons de transition sous-traitantes qui s'en charge directement. Ce système, en place depuis des décennies, présentait en réalité des failles majeures de coordination entre les différents intervenants. Les responsables de la maison Pinchot n'avaient pas la formation des agents correctionnels fédéraux et ne bénéficiaient pas de l'encadrement clinique approprié. Preuve en est, Eustachio a reçu l'autorisation de fréquenter des salons de massage érotiques. Cette permission visait à prévenir les risques de récidive en lui permettant d'assouvir ses pulsions sexuelles dans un cadre que son équipe de gestion de cas estimait contrôlé. L'approche a été présentée comme une stratégie de réinsertion, mais elle n'a fait que révéler une incompréhension manifeste du profil psychologique d'Eustachio. Les responsables ont autorisé un homme condamné pour le meurtre de sa conjointe à solliciter des femmes vulnérables pour des services sexuels. Il s'agit là d'une méconnaissance flagrante des mécanismes de violence conjugale et des risques de récidive chez les auteurs de féminicides. Cette permission a été révoqué en septembre 2019. Mais il était déjà trop tard. Ah oui, je suis allé vérifier. Le fait de tenir comme de fréquenter des bordels, c'est illégal au Canada. Mais bon, on n'est plus à ça près, autant merder jusqu'au bout. Eustachio avait déjà rencontré Marilyn et développé une obsession malsaine envers elle. Quand l'interdiction est tombée, il a continué à voir clandestinement la jeune femme. Ces actes constituaient une violation des conditions de sa semi-liberté et auraient dû déclencher le renvoi immédiat d'Eustachio en prison. Mais la surveillance défaillante dont il faisait l'objet n'a pas permis de percer ses manigances au grand jour. Le 27 février 2020, soit un mois après le meurtre de Marilyn, Eustachio comparaît devant la Cour supérieure de Québec. Il plaide coupable sans hésiter à l'accusation de meurtre au premier degré qui pèse sur lui, reconnaissant ainsi qu'il a prémédité son crime. Le juge le condamne à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, avant 25 ans. Cette peine vient s'ajouter au reliquat de celle qu'il n'avait pas purgée pour le meurtre de Chantal. Concrètement, Eustachio ne sortira jamais de prison, mais cette justice tardive ne ramènera pas ses victimes à la vie. L'affaire Marilyn Lévesque provoque une tempête politique au Canada. Les partis d'opposition dénoncent les dysfonctionnements majeurs du système correctionnel et exigent des comptes de la part de la Commission des libérations conditionnelles. Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale vote une motion pour étudier spécifiquement le cas de Marilyn et les circonstances de sa mort. Cette initiative parlementaire, soutenue par tous les partis,
témoignent de la gravité exceptionnelle de cette affaire. Une enquête conjointe du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles est lancée pour faire la lumière sur cette tragédie évitable. Des experts externes et internes sont missionnés pour analyser chaque étape du processus qui a mené à la libération d'Eustachio et au fait qu'on lui ait accordé l'autorisation de visiter des salons de massage érotique. Leur mandat est clair, identifier les défaillances, comprendre comment elles ont pu se produire et formuler des recommandations pour éviter qu'un incident similaire ne se reproduise. Le rapport, publié en janvier 2021, confirme ce que tout le monde suspectait. Il y a eu des lacunes majeures dans la gestion du dossier d'Eustachio. Les autorités reconnaissent que, dans son cas, une stratégie de surveillance communautaire était complètement inappropriée. Elles admettent que l'équipe de gestion a sous-estimé la probabilité qu'Eustachio puisse développer un attachement émotionnel avec une employée de salon de massage. Suite à ce rapport accablant, le gouvernement fédéral annonce des réformes importantes du système correctionnel. Le Service correctionnel du Canada reprend le contrôle total de la supervision des délinquants en semi-liberté au Québec, ce qui met fin au système de sous-traitance. L'histoire de Marilyn est avant tout celle d'une organisation mise en place pour protéger la société, qui a offert une nouvelle victime à un prédateur récidiviste sur un plateau d'argent. Une situation qui ne se serait peut-être pas produite s'il avait porté un bracelet électronique avec géolocalisation, comme l'ont d'ailleurs recommandé les experts mandatés. Cette affaire reste une preuve glaçante des conséquences dramatiques que peuvent avoir les dysfonctionnements bureaucratiques quand ils touchent à la sécurité publique. Et surtout, un rappel douloureux que derrière chaque erreur du système se cache une vie humaine brisée, des proches endeuillés et des questions qui resteront à jamais sans réponse. Voici pour cette affaire un poil énervante, je l'avoue. Si vous êtes Canadien, elle doit pas être facile celle-là. Mais en tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Québec en commentaire. Je vous remercie d'être toujours présent sous les vidéos et de m'avoir regardé. On se dit à très vite. Bye.